En analysant le Game Machine de février 1979, voici ce que l'on découvre. Ce numéro, c'est vraiment une photo incroyable de l'industrie arcade japonaise à ce moment-là. Euh, Oui. c'est l'effervescence totale. Ah oui, complètement. Une période charnière, on peut dire. On va explorer ça ensemble, Evo. Des jeux qui cartonnent, les stratégies des poids lourds comme Taito, Sega, Nintendo. Mhm. Et on ira même faire un tour à Londres au salon ATE, le grand rendez-vous européen des pros de l'amusement à l'époque. Exactement. Et bon, impossible de parler de février 79 sans mentionner le monstre, Space Invaders. Ah bah oui, incontournable. L'enquête de popularité du magazine, elle est sans pitié, quoi. Taito est partout, cité dans quasiment 66% des réponses pour le top 3 des jeux vidéo. C'est énorme. Une hégémonie totale. Et ça met Taito face à un sacré défi, en fait. D'un côté, faut gérer la production, les licences. Ils en donnent à plein de monde, hein. IBM Japon, Samy, Chatré, Ah oui, pour répondre à la demande, j'imagine. voilà. Une stratégie d'expansion hyper rapide. IBM sort même sa version couleur, IBM Invader. Ça montre que ça bouge déjà très vite côté techno. Une version couleur? Intéressant. Oui. Mais de l'autre côté, Taito doit se battre contre une vague, mais alors une vague massive de copies pirates. Le revers de la médaille. C'est ça. Ils ont même créé une réunion Invader, la Kyogikai, avec des distributeurs comme Escobo Eki pour essayer de trouver des parades. Fascinant, ce double tranchant du succès. Et les concurrents, alors? Ils regardent Taito tout rafler sans rien faire? Oh non, loin de là. Ils réagissent. Nintendo, par exemple, lance sa propre offensive spatiale. C'est la série Space Fever. Space Fever, d'accord. Oui. Et ils proposent même une version couleur, justement pour essayer de se démarquer un peu. Malin. Et Sega. Sega, eux, ils jouent sur plusieurs tableaux. Ils attaquent Taito frontalement avec Space Attack, leur propre version, en table couleur aussi du style Invaders. D'accord, la confrontation directe. Oui, mais en même temps, ils diversifient. Ils distribuent des jeux américains de Gremlin comme Frogs ou Casting, et ils sortent aussi un flipper Adventure. Hein, intéressant. Ils ne misent pas tout sur le jeu vidéo spatial. Exactement. Une stratégie un peu plus prudente peut-être, ou plus large en tout cas. Donc si on résume, il y a l'omniprésent Invaders, mais le paysage est quand même plus varié qu'on pourrait le penser de prime abord. Tout à fait. On voit encore des jeux de casse-briques, tu sais, les héritiers de Breakout, chez Namco, chez Nintendo aussi. Les classiques résistent. Oui, et puis Namco innove déjà avec GB. C'est un mélange assez curieux de flipper et de casse-briques, original pour l'époque. GB, je note. Et on sent déjà les thèmes spatiaux évoluer, non? Vers autre chose que juste tirer sur des aliens. Oui, ça commence. On voit poindre des jeux avec des tentatives de pseudo 3D. Orbit d'Atari, Starhawk de Cinematronics ou Starfire d'Exidi. Ah oui, on cherche déjà à donner de la profondeur. C'est ça. Même Universal s'y met avec Cosmic Monster. Bon, même si c'est un clone assez direct d'Invader, soyons honnêtes, mais ça montre quand même une vraie ébullition créative malgré la domination d'un seul jeu. Et le flipper, alors? On en parlait avec Sega, mais globalement, il tient le coup face aux jeux vidéo. Ah oui, il résiste bien. Namco distribue le Space Slider d'Atari, Sega s'occupe du Phoenix de Williams, et puis le gros lancement au salon ATE à Londres, c'est le Superman d'Atari. Ah, basé sur le film, j'imagine. Exactement, il capitalise sur le succès du film. Non, le flipper reste une valeur sûre à ce moment-là. Et en dehors des jeux vidéo et des flippers, il y avait quoi d'autre dans les salles d'arcade ou les fêtes foraines? Alors les jeux à médailles, tu sais, ceux où on gagne des jetons, ils cherchent encore un peu leur voie. Mais Nintendo se fait remarquer avec sa série EVR. EVR. Oui, ce sont des simulations électromécaniques assez populaires. Des courses de chevaux, du baseball, des trucs comme ça. D'accord. Plutôt classique. Oui. Et puis, côté manège pour enfants, on voit les modèles japonais devenir plus interactifs. Un jeu comme Motocross, par exemple. Il est salué au salon AT pour son design, sa qualité. Ça changeait des traditionnelles voitures à batterie, quoi. Justement, ce salon AT à Londres, on en a parlé un peu. C'était comment? Apparemment, le contexte était un peu difficile. Oui, c'était un peu chaotique. Il y avait des grèves au Royaume-Uni, une grosse vague de froid. Mais malgré ça, la présence japonaise était forte. Ah oui, qui était là? Taito, Namco, Kansai Seki aussi, avec son jeu de conduite The Driver, ils sont clairement là pour s'implanter sur le marché européen. Ils montrent les dents. Une volonté d'expansion internationale déjà très nette. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est aussi à cette période que Sega fait un gros coup stratégique. Ils finalisent le rachat d'Escobo Iki, qui était leur distributeur.
Ah d'accord, ils intègrent la distribution. Exactement. Et le président d'ESCO, Monsieur Nakayama, devient vice-président de Sega. C'est un mouvement très clair de consolidation et d'expansion. Donc on a la consolidation business d'un côté, mais l'influence d'un Veders, elle va même au-delà du jeu, non? J'ai cru voir un truc un peu fou. Ah oui, complètement. Ça dépasse le cadre du jeu vidéo pur. Le magazine annonce la sortie d'un disque 45 tours. Disco Space Invaders. Non. Si, quand ton jeu vidéo inspire un titre disco, c'est que t'es devenu un vrai phénomène culturel, quoi. C'est plus juste un jeu. C'est incroyable. Donc pour résumer ce mois de février 79, c'est clair, Space Invader 0A, mais derrière ça bouillonne. La couleur arrive, les concepts se diversifient, Mhm. les stratégies des boîtes japonaises s'affinent, et elles regardent très clairement vers le monde entier. C'est exactement ça. Une période hyper dynamique. Et ça nous laisse avec une question intéressante pour la suite, je trouve. Ah oui, laquelle? Comment ce moment précis, cette domination écrasante de Taito, les réponses de Nintendo et Sega, l'innovation de Namco, cette expansion internationale, comment tout ça a pu préparer le terrain, influencer ce que ces géants et l'arcade allaient devenir. C'est vrai. On voit déjà les germes des grandes batailles et des évolutions des années 80. Tout à fait. On sent que les lignes bougent, que les fondations de l'âge d'or de l'arcade sont en train de se poser là, sous nos yeux. Une période vraiment charnière.